Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour avoir pris l'initiative de cette très intéressante et importante conférence et avoir songé à ce que la BUI puisse apporter son point de vue sur les sujets du développement urbain, notamment au sud de la Méditerranée. Je me placerai évidemment dans la ligne de ce que vient de dire M. Bassanini, puisque nous sommes déjà partenaires sur de nombreux instruments comme Marguerite, comme Inframed et d'autres encore. Pour commencer, peut-être par vous citer un chiffre. La BUI estime que dans les 20 années à venir, il y aura un besoin de 300 milliards d'euros en infrastructures au sud de la Méditerranée. Et ceci pour répondre, évidemment, comme l'a dit déjà Mme Coletti et d'autres orateurs, pour répondre à deux phénomènes. Premièrement, l'évolution démographique, qui est à la fois un atout et un poids pour les pays du Sud, et deuxièmement, le besoin de la croissance, de financer la croissance économique. Ces 300 milliards d'euros, ils existaient avant le mouvement démocratique qui s'est exprimé avec vigueur et d'une manière, je crois, irréversible au sud de la Méditerranée. Cela étant, ce mouvement, ce besoin d'investissement prend maintenant évidemment une autre dimension de technique. Il devient une dimension politique. C'est-à-dire que le besoin d'infrastructures, d'utilité collective, qui améliorent la qualité de vie dans les villes, qui améliorent le potentiel des infrastructures d'enseignement, de santé, de transport, l'accès à l'eau, la propreté de nos villes et surtout l'énergie, c'est-à-dire l'augmentation de l'énergie disponible, sa distribution, sa diffusion, etc. Tout ceci correspond encore une fois au fond, aux deux grandes aspirations que le mouvement démocratique en Méditerranée vient d'exprimer très fortement, celui de vivre dans la dignité, d'une part, c'est-à-dire d'avoir des emplois, d'avoir des équipements collectifs performants, d'avoir une meilleure qualité de vie, et le droit d'exister politiquement, c'est-à-dire l'exigence d'une nouvelle gouvernance économique, d'une gouvernance qui soit plus juste, qui soit plus décentralisée, plus proche du citoyen et de l'utilisateur, et l'exigence aussi de donner aux citoyens une plus grande implication dans la vie politique et un lien de proximité avec ses gouvernants. Et donc, vous le voyez, l'investissement en infrastructures d'utilité collective est au cœur à la fois de la nouvelle croissance, qui a été formulée d'ailleurs et reconnue par le G8 dans le cadre du partenariat de Deauville, sous forme d'une croissance économique portée par le secteur privé, et au cœur aussi de la nouvelle gouvernance qu'il s'agit de mettre en place dans les pays du Sud, et d'abord et bien sûr sous leur propre responsabilité et non pas sous celle évidemment des pays de la rive nord. Et donc, évidemment, une nouvelle organisation de la politique économique et une modernisation de la décision publique d'investissement. Et alors, comme l'a dit fort excellemment le président Bassanini à l'instant même, le PPP, à certaines conditions, bien sûr, peut apporter la solution. D'abord et avant tout parce qu'il va permettre à la fois de mobiliser du capital privé local, du capital privé international, mais aussi il va permettre de transférer des savoir-faire, soit technologiques, soit managériaux, aux pays partenaires du sud de la Méditerranée. Mais pour moi, l'un des intérêts principaux du PPP est celui du changement de paradigme dans la définition des projets. Lorsque c'est l'État qui s'achète une infrastructure et qui la fait réaliser, fondamentalement, il regarde ce qu'il peut s'offrir compte tenu des moyens dont il dispose. Tandis que lorsque l'on part dans un processus de PPP à long terme, c'est-à-dire non seulement de construction, mais d'opération et ensuite de restitution à l'autorité publique de l'infrastructure en question, donc un contrat de 30 années, au fond, il revient à l'autorité publique de définir quel service elle veut rendre à sa population. Et une fois qu'elle a défini quel est le service qu'elle veut rendre en termes qualitatifs, quantitatifs, sectoriels, etc., alors elle va rechercher par un appel au marché un partenariat avec des opérateurs privés pour assurer ce service sur le long terme avec un niveau de qualité défini. Et donc, on est dans une perspective complètement différente de celle de se dire, tiens, cette année, j'ai tant de millions d'euros que je peux placer pour la création d'un nouvel hôpital. Point final. Vous voyez donc que c'est une mutation profonde de la décision publique d'investissement et que cette mutation profonde, au fond, répond aux exigences du mouvement démocratique, puisqu'elle est aussi, s'il est bien conduit,
le PPP devient aussi un outil de démocratie locale et un outil de proximité entre la décision publique et l'utilisateur. Alors, même si beaucoup des pays du sud de la Méditerranée ont une expérience ancienne, non pas du PPP, mais de la concession, comment ne pas rappeler évidemment que c'est l'impératrice Eugénie qui a inauguré le canal de Suez en 1868, qui est donc une concession, mais le Maroc aussi, mon ami Hassan Abouyoub pourra vous en parler plus longuement. Le Maroc a des expériences de concession qui datent déjà de la fin du 19e siècle. Donc, il y a de grandes expériences, encore une fois, du modèle concessif, mais néanmoins, les pays méditerranéens, pour l'instant, sont dans une phase extrêmement expérimentale du PPP. S'il y a à peu près 4000 projets de PPP dans le monde, actuellement, il y en a 1300 en Europe qui ont mobilisé grosso modo 250 milliards d'euros. Le président Bassanini en a cité plusieurs. 144 en France qui ont mobilisé 16 milliards d'euros d'argent privé. Et il n'y en a que 33 au sud de la Méditerranée. Et sur les 33, il y en a eu 13 qui ont été des échecs, donc qui sont des projets qui ont été annulés, et 21 qui sont en cours, qui ont mobilisé 4,3 milliards d'euros, grosso modo, d'argent privé, parmi lesquels 800 millions d'euros ont été apportés par la BUI. Et pourquoi est-ce qu'on en est dans ce stade expérimental? C'est parce qu'il y a au fond 4 conditions majeures du succès, et en particulier actuellement dans ce processus post-révolutionnaire ou évolutionnaire vers la démocratie. La première de ces conditions, c'est de rétablir évidemment l'attractivité macroéconomique des pays. Si vous faites un projet financé par le privé, forcément il va être noté et sa notation sera toujours inférieure ou égale à la notation du pays dans lequel il se réside. Donc la première des choses, c'est évidemment de rétablir la crédibilité et l'attractivité des pays au sud de la Méditerranée. Pour cela, le partenariat de Deauville a, comme vous savez, mobilisé 10 institutions financières qui sont les 10 institutions financières les plus puissantes du monde pour un budget de 38 milliards de dollars d'investissement dans les 3 années à venir, et surtout mobiliser le Fonds monétaire arabe et le Fonds monétaire international pour des programmes d'ajustement structurel à convenir évidemment avec les pays en question pour un montant maximum de 35 milliards de dollars. Le deuxième point, il a été souligné par le président Bassanini, et il est évidemment fondamental, c'est la définition d'un cadre législatif et de lois sectorielles qui permettent le développement pensé et argumenté d'une politique de PPP. Je ne reviendrai pas sur les coopérations que nous avons avec la Caisse des dépôts et Prestiti italienne et évidemment nos partenaires dans le cadre d'Inframed dont nous sommes également un des investisseurs. Je voudrais rappeler l'initiative de soutien au passage au PPP que la BUI a prise le 31 mai dernier à Casablanca et qui a pour objet, là, sous forme d'assistance technique, à aider les pays du Sud à se doter d'une loi cadre sur les PPP, de lois de programmation sectorielle et de faire le meilleur appel possible au marché. Ces efforts, d'ailleurs, complémentent ceux de la Société financière internationale qui, par ailleurs, fait aussi en Égypte, par exemple, et en Tunisie, des efforts similaires. La troisième condition, c'est évidemment la modernisation du secteur financier et bancaire local. Le PPP entièrement financé de l'étranger, qui consiste à ce que j'appelle être un PPP hit and run, c'est-à-dire j'arrive, je frappe, je m'en vais, est évidemment pas le modèle qu'il faut soutenir. Ce qu'il faut, c'est évidemment qu'au niveau local, on se dote des institutions financières qui permettent de capter et d'orienter l'épargne locale vers l'investissement à long terme dans les utilités collectives, tandis qu'au niveau international, avec des institutions comme Inframed, par exemple, on arrive à établir la confiance de l'investisseur international pour également l'orienter vers ces projets. Il ne s'agit encore une fois pas de faire des projets derrière des barbelés et qui sont découpés, si j'ose dire, du tissu de la population. Alors de ce point de vue-là, la BUI, mais comme d'autres institutions financières, a consacré au cours des 6 dernières années 45 millions d'euros d'assistance technique à la modernisation du secteur financier, a investi dans des instruments du type Inframed, a aussi investi au Sud dans des instruments dédiés dans le financement en fonds propres des PPP. Je pense par exemple au Maroc, qui est certainement le plus avancé dans ce domaine,
à des outils comme Argan Capital, par exemple, ou Maroc Infrastructure Fund, etc., etc. De ce point de vue-là, nos amis marocains sont évidemment exemplaires. La dernière des conditions, c'est l'acquisition d'expérience par le secteur public. Le secteur privé, il fait des PPP partout dans le monde. Et donc, il sait en faire et il sait en négocier. Mais par contre, c'est la partie publique qui, souvent, a besoin, si vous voulez, d'être remise sur un plan d'égalité, de façon à pouvoir discuter avec un Vinci, un Hourtif, un Dragados, etc., etc., qui, eux, font des PPP aussi bien en Pologne qu'en Moldavie, qu'en Europe, ou voire même aux États-Unis. Et donc, l'acquisition d'expérience et la dissémination de bonnes pratiques est quelque chose d'absolument essentiel. La BUI, il y a déjà 10 ans, avec le soutien de la Commission européenne, a constitué un centre d'expertise pan-européen pour les PPP, qu'elle vient de décider d'étendre au sud de la Méditerranée. C'est un lieu de rencontre entre les autorités publiques pour échanger leurs expériences, pour échanger leur législation, et de façon à, si vous voulez, à ce que les bonnes pratiques soient disséminées le plus vite possible. Et dans le même ordre d'idée, la BUI, elle, rejoindra l'initiative arabe de financement des infrastructures, qui est actuellement portée par la Banque islamique et la Banque africaine et la Banque mondiale, excusez-moi, et d'ailleurs potentiellement par la Banque africaine de développement, de façon là aussi, si vous voulez, à peser sur l'échange de bonnes pratiques entre institutions financières, cette fois-ci impliquées dans le sud de la Méditerranée. Voici les 4 conditions. Je voudrais en ajouter une dernière, qui est quand même très importante à mes yeux, c'est que tout ça ne peut pas se faire sans l'implication également des gouvernements centraux et locaux des pays du Sud. Car dans une politique de PPP, de quoi s'agit-il? Il s'agit fondamentalement de définir une politique qui permette d'attirer durablement à la fois des investisseurs privés et internationaux et des opérateurs privés et des opérateurs internationaux, de les attirer durablement dans la politique de développement économique et social du pays. Il ne s'agit pas, encore une fois, de faire ça projet par projet. Il s'agit, par l'appel au marché, par une politique d'ouverture, par une politique de stabilité économique, de passer un contrat avec une dizaine de grands opérateurs, avec une dizaine de grandes institutions financières, avec des milliers d'épargnants qui sont rassemblés par ces institutions financières privées ou internationales pour le développement à long terme du pays qui mène ce genre de politique. Le Maroc l'a très bien compris avec un projet comme Tangemed, par exemple, ou bien maintenant les nouveaux projets qui se font jour dans l'Oriental ou dans le Souss Massadra. C'est donc à une politique d'ensemble que nous avons à faire, et évidemment, pour que cette politique soit crédible, il faut que l'État s'engage durablement sur le choix du PPP, c'est-à-dire s'engage à ce que les conditions géopolitiques qu'il a fixées soient durablement maintenues pendant toute la durée des contrats. Il faut qu'il s'engage à décentraliser sa gouvernance et à être plus transparent. Il faut qu'il s'engage aussi à rapporter aux utilisateurs de ces projets quels sont les progrès qui ont été ainsi réalisés. Parce que si l'État, si vous voulez, l'État ou son délégué, la ville, la région, le département, ne revendique pas auprès de l'utilisateur les bienfaits du projet qu'il a lancé, alors évidemment, on va vers des situations de conflit social. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. On est en train, donc, au sud de la Méditerranée, de changer d'époque. Le président de Michelis l'a dit. Dans le domaine du financement des grandes infrastructures, c'est aussi sensible. Il s'agit en fait de passer un contrat sur le long terme avec des opérateurs et des acteurs sociaux, et tout ceci passe évidemment par une politique de plus grande sélectivité des pays du Sud vis-à-vis de leurs fournisseurs, si j'ose dire, une politique qui assurera de l'essaimage au niveau local, de l'appropriation par les utilisateurs, qui assurera également des transferts durables de savoir-faire, de technologie et au fond d'espaces de coopération. C'est pourquoi je me permettais de vous dire tout à l'heure que le PPP a aussi une utilité politique, celle de mettre plus de démocratie dans le système et plus d'unité régionale à l'échelle de notre chère Méditerranée. Merci beaucoup.